Bonjour et bienvenue dans cette matinale Innova Press, votre nouveau rendez-vous de l'actualité de l'immobilier de la ville. Je reçois aujourd'hui Mathieu Descoux. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes président de Novaxia Investissement, la société qui est spécialisée dans le recyclage urbain, lance Novaxia Plus, une plateforme de services à destination des promoteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette plateforme ? Bien sûr. Novaxia Plus est une plateforme de services qui va faire le lien entre nos investisseurs et les promoteurs pour développer notre business, le business des promoteurs, faire plus de dossiers, simplifier la relation et accentuer le partenariat qui aujourd'hui est riche de 60 partenariats déjà concrétisés avec des promoteurs. Donc c'est une industrialisation de cette relation. D'accord. Alors, quels ont été pourquoi est-ce que vous lancez ce produit-là maintenant ? Quels ont été les constats qui vous ont poussé à lancer cela ? Eh ben, écoutez, pourquoi on lance ce produit-là ? Déjà, on est une société de gestion qui collecte bien, qui a fait une croissance record en 2021. Nous avons plus que doublé, voire triplé notre collecte et nous faisions... Vous avez 3 fonds, c'est ça, hein ? On a 3 fonds ouverts, D'accord. Tous font du recyclage urbain. La thématique est la même, selon des temporalités et des modalités différentes, mais tous peuvent être au service des promoteurs dans l'accentuation de leur business, dans le développement de leur business. Donc cette croissance des fonds, elle implique pour nous de sourcer plus de dossiers et de faire ce qu'on faisait à l'échelle du sur-mesure et opportuniste de rencontres avec des promoteurs, d'accentuer le message et l'opportunité pour en fait faire plus de business et répondre à cette collecte. D'accord. Alors, concrètement, comment ça se déroule une opération soutenue par Novaxia Plus ? Oui, alors une opération soutenue par Novaxia Plus, c'est une opération de portage foncier. C'est notre spécialité. Le promoteur, lui, en général, la plupart du temps, intervient dans une opération dérisquée au sens de l'urbanisme, au sens de l'occupation, au sens de la pollution. Nos investisseurs, chez Novaxia Investissement, nous font confiance par la mutualisation des projets pour investir en amont de la phase du promoteur. Donc le promoteur appelle, on y reviendra en termes d'organisation, les personnes chez nous en charge d'animer cette plateforme. On étudie le dossier, on a une réponse en 48 heures de principe et on est capable d'investir 100% du projet en amont de la phase de promotion, puis de rester associé en copromotion avec le promoteur. Et ce sont des acquisitions sans condition suspensive. Sans aucune condition suspensive, nous sommes capables de prendre tous les risques. Nous intervenons sur du recyclage urbain, donc de la matière en général tertiaire obsolète, friche, immeubles de bureaux, et on est capable de prendre les risques de pollution, les risques de permis, de PLU et les risques d'occupation avec des durées plus ou moins longues qui peuvent aller à un développement, à un horizon jusqu'à 7-8 ans. Et vous en parliez, quelles sont les forces vives en interne ? Comment est-ce que vous vous êtes structuré en termes d'équipe ? Oui, donc il nous a semblé en fait un partenariat gagnant avec un promoteur. C'est un partenariat où les gens se parlent et où on est au contact des besoins des promoteurs. On s'adapte aux besoins des promoteurs parce que notre volonté, vous l'avez compris, c'est exclusivement de réaliser toutes nos opérations de recyclage urbain en partenariat avec ces promoteurs. Donc on a dédié une équipe dans le pôle investissement qui est dirigée par Tom Jamet, Ciné Arroas. On a recruté des gens qui vont aller en Ile-de-France et en région, parler aux promoteurs, écouter leurs besoins, les comprendre et nous adapterons, nous ferons s'adapter nos fonds avec nos investisseurs aux besoins des promoteurs pour qu'ils puissent réaliser plus de projets. Alors, réaliser, parlons-en. Quel est votre pipeline ? Est-ce que vous avez déjà des opérations dont on peut parler ? Oui. Alors, Novaxia Investissement, c'est déjà plus de 3 milliards de projets gérés en partenariat avec des promoteurs sur du développement. L'année dernière, on a signé 60 partenariats. Avec 13 de ces partenariats étaient avec le top 20 des promoteurs, donc le reste avec des promoteurs de petite taille. On est capable de répondre aux besoins de tous les promoteurs et notre volonté, c'est de doubler ce nombre de partenariats et de réaliser à minima plus d'une quarantaine de projets sur cette thématique qui représente 800 millions d'investissements. Vous avez 800 millions à placer avec effet de levier. Avec effet de levier, voilà. Notre collecte ne va pas atteindre ces moments-là, quoique on pourrait l'espérer, parce que la thématique que nous portons, le recyclage urbain en zone dense, on est société à mission, vous le savez, donc lutter contre l'étalement urbain, on le voit, l'accentuation de la vacance de certains immeubles va pousser des institutionnels à vendre des immeubles de bureaux, notamment à transformer. Donc on pourrait imaginer que cette thématique que nous portons, qui est le recyclage vers le logement, est à le vent en poupe. Donc pourquoi pas imaginer ça, mais notre objectif, oui, c'est 800 millions de projets dus à la collecte présente et future et qui seront exclusivement investis avec des promoteurs, au service des promoteurs, sur des opérations de recyclage urbain.
D'accord. Alors, merci Mathieu Descou pour votre témoignage. On vous souhaite en tout cas de nombreux projets à venir pour Merci Novaxia Jean-Baptiste. Plus. Merci Jean-Baptiste. À très bientôt. Au revoir. La matinale suite, je reçois cette fois-ci Bernard Darche. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement France de Longevity Partners. Présentez-nous en quelques mots Longevity Partners. Longevity Partners, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en développement durable pour le secteur immobilier. En fait, on va travailler avec des fonds d'investissement, des développeurs immobiliers et des asset managers, et on va développer des stratégies de développement durable et ensuite les mettre en place. Donc, on a un tiers de nos effectifs qui sont des ingénieurs, et on a des bureaux à travers le monde pour justement accompagner nos clients. D'accord, donc vous suivez en tout cas de près le décret tertiaire. Absolument. Parlez-nous un petit peu du décret tertiaire et ce qui m'intéresse, c'est de par votre rayonnement international, quel est l'avantage en fait du décret tertiaire par rapport aux autres pays européens, mondiaux qui se sont engagés eux aussi dans la réduction de dioxyde de carbone dans l'immobilier? Ouais. Le décret tertiaire, donc, c'est une régulation française qui rentre dans le périmètre de la stratégie nationale bas carbone et qui, du coup, vise à accompagner les acteurs immobiliers à réduire les consommations énergétiques des bâtiments d'ici 2050. Donc, on a 3 échéances. On a réduire de moins de 40% d'ici 2030 les consommations énergétiques, de moins 50% d'ici 2040 et de moins 60% d'ici 2050. Donc, ça, et la France est le premier pays à avoir mis en place une régulation aussi forte pour, entre guillemets, réglementer cette trajectoire nationale. Les autres pays, eux, quant à eux, ont des initiatives qui sont purement privées. Donc, on va voir, par exemple, en Angleterre, des entreprises qui se sont elles-mêmes engagées vers la neutralité carbone d'ici 2050, donc dans le cadre, finalement, des accords de Paris, mais qui vont s'être données par elles-mêmes des objectifs intermédiaires. Pas du tout de mainmise, entre guillemets, ou en tout cas d'entremise du gouvernement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une particularité française. Nous, on pense chez Longevity que ça va être une régulation qui va être dupliquée dans d'autres pays européens parce que justement, il va falloir encadrer cette trajectoire net zéro. Et du coup, la France sert un peu comme projet pilote à l'échelle européenne. D'autres pays comme ça qui ont une autre situation ou qui ont choisi une autre méthode? À ce stade, vraiment, la France est le seul pays à avoir mis en place une régulation pour pouvoir accompagner les acteurs immobiliers vers une réduction des émissions carbone et énergétiques. J'espère justement, comme je vous le disais, que la France serve de pilote pour d'autres pays. Alors, quels sont les véritables avantages de la France en matière de décret tertiaire, avec ce décret tertiaire par rapport aux autres pays européens? Est-ce que c'est seulement la plateforme Opérate? C'est sûr que donc, la plateforme Opérate, c'est une plateforme où finalement on va devoir mettre toutes les consommations énergétiques des actifs tous les mois. Donc c'est mensuel. Donc c'est mensuel. Ah oui. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un suivi continu des consommations énergétiques. La France est le seul pays à avoir mis en place cette infrastructure pour pouvoir centraliser finalement ces consommations énergétiques. C'est pas pour autant que finalement des entreprises étrangères, ou enfin basées au Royaume-Uni, en Allemagne, n'utilisent pas déjà ce genre de remontée de données des consommations énergétiques sur leur propre portefeuille. C'est simplement la différence, encore une fois, que la France a centralisé et c'est l'idée, c'est lancé par une initiative gouvernementale. C'est ça, d'accord. Alors, on n'a pas parlé des côtés plutôt positifs. Est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels le décret tertiaire pourrait tomber? Je pense particulièrement à ce temps long qui n'est pas vraiment un temps politique, sachant que le décret tertiaire vient d'un gouvernement, émane d'un gouvernement. Est-ce qu'il peut durer dans le temps? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Alors, par rapport à la révocation de cette loi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, dans le sens où finalement, elle s'ancre dans une stratégie nationale bas carbone qui a été elle-même décidée par un gouvernement autre que celui actuel. Donc, finalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de consensus politique pour pouvoir faire en sorte que c'est un objectif à atteindre. L'écueil principal, comme je le vois, finalement, c'est que, au contraire, par exemple, le Royaume-Uni, où c'est vraiment le marché qui s'établit ses propres objectifs pour atteindre l'objectif de 2050, finalement, ici, on va devoir
faire en sorte que les acteurs immobiliers doivent respecter les étapes intermédiaires de 2030 et 2040. C'est finalement cette partie-là qui risque d'être la plus compliquée, la partie intermédiaire, c'est ça? Ben, je pense que oui, parce que finalement, ça veut dire que tous les actifs vont devoir avoir des plans d'action qui peuvent pas dépasser 2030. On pourra pas, par exemple, avoir un actif qui atteint les moins 40% en 2031 au lieu de 2030. On pourra le faire pour 2029, Ah oui. mais du coup, ça veut dire il va y avoir besoin de beaucoup d'adaptations de la part des acteurs immobiliers pour pouvoir atteindre des objectifs intermédiaires. Des objectifs qui sont quand même assez raisonnables. Ou La pas. Alors, le premier, moins 40% d'ici 2030, C'est ambitieux. c'est ambitieux, mais c'est plutôt faisable. C'est les moins 50, moins 60% qui vont devenir de plus en plus difficiles à atteindre et qui vont nécessiter finalement des investissements plus importants. D'accord. Alors, Bernard Darche, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Merci à pour vous. cet éclairage pour le décret tertiaire. Et Merci à à bientôt. vous. À très bientôt. La matinale suite. Je reçois cette fois-ci Damien Racle. Bonjour Damien, vous êtes directeur général de Manexi, qui est un BET qui propose des diagnostics environnementaux. Et nous allons parler du label ISR. Label ISR qui fête sa première bougie, avec des délivrances qui ont commencé en octobre 2020. Le label, il a été adopté par, on va dire, entre 25 et 30 fonds à peu près. Alors, votre société accompagne les fonds souhaitant se labelliser. Quels premiers enseignements est-ce qu'on peut tirer après cette année d'activité? On fait le bilan. Bonjour Jean-Baptiste, merci de me recevoir. Un plaisir. Alors effectivement, il est important de préciser d'où je parle un petit peu quand même avant de répondre à votre question. Donc Manexi accompagne les sociétés de gestion dans la labellisation des fonds. Donc ça c'est une première activité. Et il se trouve qu'à titre personnel, je suis auditeur pour un des organismes de certification du label et donc j'ai audité une dizaine de fonds. D'accord. Ce qui donne un petit recul sur cette première année de vie du label. Donc pour répondre à votre question, les enseignements sont assez riches en fait. On a eu effectivement 28 fonds labellisés, donc pas mal de recul. Ce qu'on constate, c'est que il y a une vraie montée en compétences des sociétés de gestion par rapport au label ISR, hein, qui est un objet un peu complexe. On y reviendra peut-être dessus si vous avez si on peut. En termes d'autres enseignements, c'est un succès indéniable. 0 en 2019, 10 milliards en 2020 et à peu près entre 25 et 30 milliards probablement à la fin de l'année d'actifs sous gestion labellisés ISR. Donc évidemment que les acteurs se sont emparés de cet outil. Ça fait quand même près de 2 labellisations par mois. Hein. En moyenne, c'est pas mal quand même. Ça fait beaucoup de labellisation. Après, il faut se dire aussi que les sociétés de gestion ont labellisé un premier fonds pour apprendre. Et puis après, ont labellisé leurs autres fonds, et donc de façon un peu plus souple et fluide. D'accord. Force est de constater que l'apprentissage a eu lieu. On constate une vraie différence entre les premiers audits et les audits d'il y a un an et les audits actuels. D'accord. En termes de méthodologie, d'appropriation par les équipes, etc., c'est quand même une forte évolution. D'accord. Et donc beaucoup de satisfaits sur cette première année. Après, évidemment, il y a des choses qui laissent un peu, qui pourraient s'améliorer. Donc il y a un certain nombre d'enjeux qu'on en parlera plus tard. peut lister. Aussi, ouais. Mais tout à fait. Il y a aussi un guide de l'audit qui est sorti il y a peu, qui est censé clarifier certains points. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce guide de l'audit? Quelle forme est-ce qu'il prend? Quels premiers points de clarification ont été apportés? Quels sont les bénéfices pour les sociétés de gestion qui ont labellisé leurs fonds? Alors, le guide de l'audit, il est né d'un constat assez simple, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à définir dans le cadre du référentiel. Et donc, un certain nombre de zones de flou ou sujettes à interprétation. Et donc, il y avait besoin de rédiger au moins des questions-réponses pour que les auditeurs puissent harmoniser leurs pratiques. D'accord. Donc, le guide de l'audit répond à ce sujet-là, à cet enjeu. Et donc, on peut lister un certain nombre de points qui viennent améliorer la compréhension ou la clarification, comme la façon de valoriser en fait les actifs. Il y avait des questions sur à quelle date il fallait les valoriser, etc. Donc le guide de l'audit vient préciser un tout petit peu la méthodologie d'évaluation et de valorisation des actifs. Le guide de l'audit précise aussi que les typologies d'actifs ne peuvent ou devraient être évaluées selon des méthodologies un petit peu différentes,
Dans la première vague d'audit, tout type d'actifs était à peu près évalué de la même façon, avec la même grille. Et on comprend bien ce que ça veut dire en termes de finesse d'analyse. Oui. Et donc, on va aller vers un petit peu plus de finesse pour distinguer à la fois les actifs de bureau, les commerces, la logistique, mais aussi les actifs sous gestion, les actifs en construction, les actifs en rénovation. Donc ça, c'est une avancée majeure, vraiment très importante. Oui, parce que sinon, comparer bureau, commerce et voir quels sont les différents actifs environnementaux, pas environnementaux, il y a vraiment un gap entre ces deux actifs. Disons que il y avait un vrai besoin de simplicité au tout début du référentiel, et là, on voit bien la montée en compétences et on va vers plus de finesse, donc c'est assez logique. Et c'est effectivement beaucoup mieux de distinguer les typologies d'actifs et l'endroit où ils sont dans le cycle de vie pour être beaucoup plus précis dans l'évaluation. D'accord. Alors on en parlait, on l'évoquait il y a juste quelques instants, les pistes d'amélioration, puisque ça permet un petit peu de faire la jonction. Ce guide de l'audit, quelles sont-elles, ces pistes d'amélioration ? Alors, les pistes ou les enjeux, je préférais parler... Les grands enjeux de ce label, puisqu'il est voué à évoluer. Il est voué à évoluer, évidemment, puisque là, c'était un premier galop d'essai. Les enjeux sont assez clairs, enfin, en tout cas, en tant qu'auditeur et en tant que conseil. On a un vrai enjeu sur les compétences et l'appropriation. Ce label ne peut pas être mis en œuvre si les équipes des sociétés de gestion ne se l'approprient pas. Donc, il y a tout un enjeu de méthodologie, de co-construction, voilà. Pour assurer surtout les reportings, puisque c'est reporting quand même tous les ans, je crois, ou tous les 2 ans. Reporting tous les ans. Voilà. Et couperé à 3 ans. Et couperé à 3 ans. On est bien sur des cycles triennaux avec effectivement un label qui est remis en cause dans 3 ans. Voilà. Et donc, on a un enjeu d'appropriation, on a un enjeu d'engagement des parties prenantes. C'est vraiment le sujet majeur qui est apparu dans les audits initiaux. Le label ISR ne peut pas vivre correctement si les parties prenantes du fonds ne sont pas embarquées. Quand vous parlez des parties prenantes, c'est-à-dire tout type de parties prenantes. Au sein du fonds, les équipes, par exemple. Alors, les équipes de la société de gestion, mais aussi toutes les parties prenantes du fonds, puisque on parle bien de la labellisation du fonds. Oui. Et donc, on parle des property managers, on parle des promoteurs quand on a de la construction, on parle des entreprises travaux quand on fait de la rénovation. On peut parler des syndics de copropriété quand on est en copropriété, notamment pour les commerces de pieds d'immeubles. Donc, sont apparus tout un paquet de parties prenantes complètement essentielles et avec des questions fondamentales qui est comment je fais pour embarquer ces gens-là dans une démarche absolument vertueuse. Et donc, beaucoup de questions à... Et pour le moment, pas trop de réponses, on est d'accord. Voilà. Alors, il faut quand même souligner qu'il y a des choses très intéressantes qui sont faites par les uns et par les autres. Il y a quand même des solutions assez innovantes qui sont trouvées, qui laissent beaucoup d'espoir sur cette dynamique. Un exemple en particulier, vous pensez à quelqu'un en particulier ? Non, enfin, des façons d'embarquer, des choses qui sont faites autour des locataires, autour des syndics, autour des conseillers en gestion de patrimoine. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites par certaines sociétés de gestion pour les former, pour les faire monter en compétences. Donc, on est vraiment dans une montée en compétences en fait de l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble de l'écosystème, et avec des choses assez innovantes. D'accord. Damien Racle, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était vraiment très riche et en tout cas très clair de voir un petit peu cette évolution du label ISR. On essaiera de se voir un petit peu plus tard pour parler des premiers audits. Et je pense qu'avec les premiers audits de suivi, nous aurons matière à dans quelques mois, c'est ça à peu près ? Dans 6 mois à peu près. Dans 6 mois, d'accord. Bon, on se revoit quand même dans 6 mois pour parler de tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette matinale Innova Press. J'en profite également pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2022. À très bientôt.